Dans la perspective jungienne, la synchronicité joue le rôle de balise ou de signal dans le processus d'individuation. Ce sont des coïncidences significatives qui semblent indiquer que l'on est en train d'avancer vers une forme de cohérence intérieure plus profonde, vers le soi. Autrement dit, les synchronicités ne sont pas seulement des curiosités, mais des moments où le chemin intérieur se reflète dans des événements extérieurs, comme si la vie confirmait ou éclairait une étape de votre transformation. L'individuation, chez Jung, est le processus par lequel une personne devient progressivement elle-même en intégrant les contenus inconscients, comme l'ombre, les archétypes et les complexes, et en se rapprochant du soi, centre et totalité de la psyché. Ce processus est souvent jalonné de rêves marquants, de symboles puissants, d'expériences lumineuses, c'est-à-dire dotées d'une forte charge sacrée, et de remises en question qui réorganisent la personnalité autour d'un axe plus authentique. Des auteurs jungiens notent que les synchronicités se manifestent plus fréquemment lorsque l'inconscient est particulièrement actif, par exemple dans les crises, le travail thérapeutique, les grands passages de vie ou l'approfondissement du dialogue entre conscient et inconscient. Jung observe que ces coïncidences significatives surgissent souvent quand un archétype est activé, par exemple un symbole de mort et renaissance, comme si un même noyau de sens se manifestait à la fois dans les rêves, les émotions et dans des événements extérieurs. Selon plusieurs textes sur l'individuation et la synchronicité, ce processus de devenir soi rend la personne plus sensible aux signes. Les synchronicités, en retour, renforcent l'individuation en offrant des repères, des confirmations ou parfois des corrections de trajectoire. Une synchronicité peut alors fonctionner comme un miroir symbolique. Elle met en scène, dans le monde extérieur, quelque chose que l'on est en train de vivre intérieurement, rendant ce contenu plus conscient et plus facilement travaillable. Jung et ses continuateurs insistent sur le caractère lumineux de certaines synchronicités. Ce sentiment de sacré ou de profondeur signale qu'un contenu du soi est en jeu et pas seulement un hasard anecdotique. Dans cette optique, la synchronicité n'est pas un programme qui dicterait ce qu'il faut faire, mais une sorte de ponctuation signifiante. Elle attire l'attention sur un thème, une relation, une décision, qui sont centraux pour votre individuation à ce moment-là. Des analystes jungiens rappellent que le but n'est pas de traquer des synchronicités partout, mais de reconnaître celles qui s'accompagnent d'un vrai travail intérieur, avec des rêves récurrents, des conflits et des remaniements profonds de la personnalité. Intégrer une synchronicité dans le processus d'individuation, c'est la mettre en lien avec vos rêves, vos émotions, vos décisions concrètes, plutôt que de l'isoler comme un signe magique. Ce qui compte, c'est la transformation de la conscience qu'elle permet. Pour Jung, le hasard et la synchronicité ne sont pas du même ordre. Le hasard est une coïncidence sans sens particulier, alors que la synchronicité est une coïncidence chargée de signification pour la personne qui la vit, sans lien de cause à effet identifiable. Autrement dit, dans la synchronicité, ce qui fait la différence, ce n'est pas seulement l'improbabilité, mais le fait que l'événement tombe juste par rapport à un état intérieur ou à un processus psychique en cours. Jung définit la synchronicité comme la coïncidence significative entre un événement psychique, qu'il s'agisse d'une pensée, d'un rêve, d'une émotion ou d'une intuition, et un événement extérieur sans relation causale entre eux. Il parle d'un principe de connexion acausale. Les événements sont reliés par le sens, et non par une chaîne de cause à effet comme en physique classique. Dans la perspective classique, le hasard désigne des coïncidences sans intention ni signification particulière que l'on peut traiter statistiquement dans de grandes séries d'événements. Pour Jung, si l'on applique seulement la logique du hasard et de la statistique, on efface justement ce qui l'intéresse, l'aspect subjectif et qualitatif, la façon dont une coïncidence vient toucher un individu singulier à un moment précis de sa vie. On peut résumer la différence entre hasard et synchronicité autour de 3 points. D'abord, la causalité. Une synchronicité ne s'explique pas par une chaîne de causes objectives entre l'événement intérieur et l'événement extérieur, contrairement aux enchaînements normaux où l'on peut retracer des causes.
Ensuite, la signification. La coïncidence est vécue comme porteuse de sens, souvent transformateur, en lien avec l'inconscient, les archétypes et le processus d'individuation, alors qu'un simple hasard reste neutre, sans profondeur symbolique. Enfin, l'unicité. Les synchronicités sont des cas singuliers, non reproductibles, qui échappent par nature au traitement statistique, alors que le hasard se décrit justement avec les lois des grands nombres. Jung rapproche la synchronicité d'un ordre acausal. C'est un mode d'organisation des événements où l'inconscient collectif et les archétypes jouent un rôle, comme si un même noyau de sens se manifestait simultanément dedans, dans le psychique, et dehors, dans l'événementiel. Avec le physicien Wolfgang Pauli, Jung envisage la synchronicité comme un complément à la causalité. La causalité explique les enchaînements mesurables. La synchronicité rend compte de certaines coïncidences significatives qui semblent relier psyché et monde par le sens plutôt que par les causes. En bref, lorsque vous parlez de hasard, vous restez dans le registre des causes et des probabilités. Lorsque vous parlez de synchronicité, vous entrez dans celui du sens, de l'inconscient et de l'acausal, là où une coïncidence devient un message pour votre histoire intérieure. Une synchronicité réelle se reconnaît moins par une règle objective que par un ensemble de critères. Il y a l'absence de lien de cause à effet, une improbabilité forte, un sens subjectif puissant pour vous et une résonance avec votre état intérieur du moment. Autrement dit, ce n'est pas seulement un hasard étonnant, c'est un événement qui tombe juste par rapport à ce que vous vivez psychiquement, au point de vous marquer durablement. Pour Jung, la synchronicité, c'est la survenue simultanée d'au moins deux événements sans lien de causalité entre eux, mais dont l'association prend un sens pour la personne qui les perçoit. Il parle de coïncidence significative, ou un état psychique, qu'il s'agisse d'une pensée, d'un rêve ou d'une préoccupation, coïncide avec un événement extérieur qui lui fait écho de façon frappante. Parmi les critères principaux à observer, on trouve l'absence de lien causal clair. L'événement extérieur ne découle pas logiquement de vos actes ou d'une chaîne de causes identifiable, contrairement à une conséquence normale de vos choix. Il y a aussi l'improbabilité ou le coup de chance très marqué, qui vous paraît statistiquement hautement peu probable, même si ce n'est pas impossible. Le sens subjectif fort est essentiel. Vous avez l'impression que cela vous parle, que cela répond à une question, un état ou une période clé de votre vie, plus qu'à quelqu'un d'autre. Enfin, la synchronie temporelle. L'événement tombe précisément au moment où le thème correspondant est très présent dans votre esprit, que ce soit une question, une crise, un deuil, une décision ou une quête de sens. Dans l'expérience vécue, plusieurs indices concrets apparaissent. Il peut y avoir une résonance émotionnelle. Vous ressentez un choc, un frisson, une émotion disproportionnée par rapport à l'événement lui-même, comme si quelque chose cliquait à l'intérieur. Il y a souvent l'impression de timing parfait. On se dit que si cela s'était produit un jour avant ou après, cela n'aurait pas eu la même portée. On peut aussi observer des motifs ou des répétitions. Un même thème, symbole, nombre, lieu ou type de rencontre revient plusieurs fois dans un laps de temps réduit, avec un sens convergent pour vous. On peut alors différencier hasard et synchronicité. Le hasard simple est une coïncidence sans charge émotionnelle forte que vous oubliez vite et à laquelle vous ne rattachez pas de questions existentielles ou personnelles. La synchronicité, au contraire, est une coïncidence qui devient un signe parce qu'elle s'aligne sur une problématique profonde du moment, comme une crise, une transition, une recherche de direction ou un travail intérieur, et semble vous aider à prendre conscience de quelque chose. Pour affiner votre discernement, il peut être utile de tenir un journal de vos coïncidences. Il s'agit de noter le contexte psychique, les faits, les émotions, et de voir si un motif se dessine avec le recul. Vous pouvez aussi vous questionner. Est-ce que je projette un sens parce que j'en ai besoin, ou bien est-ce que cet événement vient toucher un point très précis, de manière quasi chirurgicale dans ma vie actuelle ? Il est important de rester à la fois ouvert et critique, en reconnaissant l'impact subjectif sans renoncer à la lucidité sur les biais de sélection. On retient les coïncidences marquantes, on oublie toutes celles qui ne signifient rien. En pratique, une vraie synchronicité est moins une catégorie scientifique qu'une expérience intérieure. Ce qui compte, c'est la transformation de votre regard, la compréhension ou l'élan intérieur qu'elle déclenche dans votre parcours.
Pour distinguer synchronicité et illusion cognitive, il faut regarder à la fois l'événement et la façon dont votre cerveau le traite. Une synchronicité reste une coïncidence significative pour vous, alors qu'une illusion cognitive est surtout le résultat de biais mentaux, comme le biais de confirmation ou l'apophénie, qui vous font voir du sens là où il n'y en a peut-être pas. Le cerveau est une machine à détecter des motifs, quitte à en inventer. C'est ce que l'on appelle l'apophénie, le fait de voir des signes ou des schémas dans des données aléatoires. Des biais cognitifs classiques interviennent. Il y a le biais de confirmation, quand on ne voit que les coïncidences qui confirment ce qu'on croit déjà. Il y a le biais du survivant, quand on retient les coïncidences marquantes et qu'on oublie toutes les autres. Il y a aussi l'heuristique de disponibilité, quand on surestime la fréquence de ce qui nous a frappé. Certaines caractéristiques indiquent plutôt une illusion cognitive qu'une synchronicité. Vous commencez à voir des signes partout, au point que presque tout devient signifiant, sans hiérarchie ni intensité particulière. L'événement ne serait pas spécialement marquant si vous n'aviez pas déjà décidé qu'il devait vouloir dire quelque chose. Vous projetez alors un sens a priori. Vous ne regardez pas les contre-exemples. Vous oubliez toutes les fois où il ne s'est rien passé ou où les signes n'ont mené à rien de concret. A l'inverse, certains indices vont dans le sens d'une synchronicité au sens jungien. L'événement ne découle pas d'une cause évidente ou de vos actions directes et reste objectivement peu probable. Il survient à un moment psychiquement chargé, comme une crise, un choix important ou une question existentielle, et semble répondre très précisément à ce que vous vivez. Il produit un effet intérieur durable, changement de perspective, clarification, sentiment de cohérence nouvelle, plutôt qu'une simple excitation passagère. Une méthode pratique pour trier les deux consiste à tenir un carnet de coïncidences en notant la date, le contexte psychique, les faits précis, votre interprétation, puis en relisant quelques mois plus tard pour voir ce qui tient vraiment la route. Il est aussi utile de se poser 3 questions. 1. Y a-t-il des explications banales que je néglige, comme des causes cachées, des effets statistiques ou de simples habitudes? 2. Quels sont les biais qui pourraient me faire surinterpréter cette coïncidence? 3. Qu'est-ce que cet événement change concrètement dans ma vie ou ma compréhension de moi-même? Une position équilibrée consiste à reconnaître à la fois le rôle du hasard et la valeur possible de certaines coïncidences comme support de sens personnel. Une attitude mature reste ouverte à la synchronicité comme expérience intérieure significative tout en gardant conscience des biais cognitifs qui peuvent créer de fausses synchronicités. En résumé, ce qui aide à distinguer les deux, ce n'est pas une formule magique, mais une double vigilance, lucidité sur les biais de votre esprit et honnêteté sur la profondeur réelle de l'effet que l'événement produit en vous. Les biais qui imitent le plus la synchronicité sont justement ceux qui nous poussent à voir des liens, des motifs et des signes dans des événements en réalité indépendants. Ils donnent l'impression d'une coïncidence signifiante alors qu'il s'agit surtout de la façon dont notre cerveau sélectionne, exagère ou interprète les informations. L'apophénie est la tendance à attribuer un sens à des événements sans corrélation réelle, par exemple voir un message de l'univers parce qu'une chanson passe au bon moment. Le cerveau est une machine à reconnaître des schémas. Il préfère parfois inventer une connexion plutôt que d'admettre qu'il n'y en a pas, ce qui crée des pseudo-synchronicités. Le biais de confirmation pousse à ne retenir que les coïncidences qui confirment vos croyances, qu'elles soient spirituelles, religieuses ou personnelles, et à ignorer toutes celles qui vont dans l'autre sens. Par exemple, si vous pensez que tout est signe, vous vous souviendrez des événements qui semblent valider cette idée, mais pas de la masse de situations où il ne se passe rien de spécial. L'illusion de fréquence, parfois appelée effet Bahadur-Meinhof, apparaît après avoir remarqué un nombre, un symbole, un mot ou un thème.
Vous avez alors l'impression de le voir partout, comme si le monde vous envoyait un message ciblé. En réalité, la fréquence objective n'a pas changé. C'est votre attention sélective et le biais de confirmation combiné qui accroissent la visibilité de cet élément dans votre environnement. Le biais de corrélation illusoire consiste à croire qu'il existe un lien entre deux événements simplement parce qu'ils se produisent ensemble quelquefois, sans vérifier les nombreux cas où ils ne coïncident pas. Cela peut donner l'impression qu'un certain type de pensée ou de rituel attire systématiquement des coïncidences, alors qu'aucune relation stable n'est démontrée si l'on regarde l'ensemble des données. Les biais cognitifs fonctionnent en continu et produisent des mini-synchronicités banales, répétitives, souvent liées à vos attentes ou à vos peurs du moment. Une synchronicité, telle que la conçoit Jung, se caractérise plutôt par une coïncidence objectivement peu probable, une absence de lien causal clair et une signification profonde pour vous, inscrite dans un contexte psychique fort, par exemple une crise, un tournant ou un travail intérieur. Il est important de garder en tête que ces biais ne sont pas des ennemis, mais des filtres de base de notre cognition. Les connaître permet simplement de mettre un peu de rigueur dans la façon d'aborder les coïncidences, sans nier pour autant les expériences de synchronicité qui ont, pour vous, une véritable portée intérieure. L'apophénie et la synchronicité jungienne se ressemblent parce qu'elles impliquent toutes deux la perception de liens entre des événements, mais elles diffèrent par leur statut. L'apophénie est un biais cognitif qui fait voir des motifs là où il n'y en a pas, tandis que la synchronicité, chez Jung, désigne une coïncidence acausale dotée d'une signification psychique profonde pour le sujet. Autrement dit, l'apophénie est un mécanisme général du cerveau, alors que la synchronicité est un concept psychologique et symbolique qui suppose un contexte intérieur particulier. L'apophénie est la tendance spontanée à percevoir des liens, des motifs et des signes dans des données aléatoires, comme des visages dans les nuages ou des messages dans des coïncidences banales. Les chercheurs la décrivent comme un biais normal du cerveau humain qui préfère souvent inventer un sens plutôt qu'accepter le hasard et qui est renforcé par d'autres biais comme le biais de confirmation ou l'illusion de fréquence. Chez Jung, la synchronicité est une coïncidence significative entre un état psychique, par exemple un rêve, une préoccupation ou une intuition, et un événement extérieur, sans lien de cause à effet, mais avec une forte portée symbolique pour la personne. Elle est pensée comme l'expression d'un principe de connexion acausale et s'inscrit dans la dynamique de l'inconscient, des archétypes et du processus d'individuation, pas seulement comme un défaut de perception. Les différences clés entre apophénie et synchronicité peuvent se résumer ainsi. Du point de vue de l'origine, l'apophénie est un phénomène cognitif général, étudié en psychologie et en neurosciences comme un biais de traitement de l'information, alors que la synchronicité est un concept de psychologie analytique lié au sens subjectif, aux archétypes et à l'inconscient collectif. Du point de vue du statut du sens, l'apophénie correspond à une attribution de sens considérée comme illusoire ou au moins non fondée objectivement. On surinterprète des coïncidences. La synchronicité, elle, renvoie à un sens subjectif pris au sérieux, parce qu'il éclaire un moment psychique important et s'articule avec d'autres matériaux, comme les rêves, les conflits ou les transformations. Enfin, pour le critère d'intensité et de contexte, l'apophénie peut se produire en continu sur des détails quotidiens, sans effet profond durable, avec l'impression de voir des signes partout. La synchronicité, au contraire, renvoie à des événements rares, lumineux, liés à des périodes de crise, de décision ou de travail intérieur, avec un impact marquant sur la compréhension de soi. Du point de vue scientifique, beaucoup d'expériences qualifiées de synchronicité peuvent être expliquées par l'apophénie, le biais de confirmation et l'illusion de fréquence. Du point de vue jungien, la question centrale n'est pas de prouver un mécanisme extérieur, mais de voir si la coïncidence s'intègre dans un processus psychique profond avec des rêves concomitants, des archétypes activés et un changement intérieur réel. En résumé, l'apophénie décrit comment le cerveau fabrique spontanément des pseudo-synchronicités, alors que la synchronicité jungienne ne se réduit pas à ce biais.
Elle désigne ces coïncidences rares où un état intérieur, un symbole et un événement extérieur semblent se répondre au cœur d'un travail psychique significatif. On repère un archétype activé dans un rêve quand les images ou personnages dépassent le niveau biographique et prennent une forme symbolique, universelle, avec une charge émotionnelle forte et durable. En analyse jungienne, ce sont des figures ou des situations qui semblent plus grandes que la vie personnelle, comme si quelque chose de collectif et d'archaïque parlait à travers le rêve. Certains signes généraux indiquent la présence d'un archétype. Le rêve a une atmosphère lumineuse, un sentiment de sacré, de mystère, de plus grand que soi, parfois fascinant et effrayant à la fois. Les images sont très marquantes, difficiles à oublier et reviennent parfois sous des formes proches dans plusieurs rêves, comme des motifs récurrents. Vous sentez que le rêve touche un enjeu profond, existentiel, qui dépasse un simple incident de la vie quotidienne. Parmi les figures typiques d'archétypes dans les rêves, on trouve l'ombre, avec des personnages menaçants, inconnus, des figures sombres ou des animaux dangereux qui représentent des aspects refoulés de soi. On trouve l'anima ou l'animus, figure du sexe opposé, souvent fascinante, inspirante ou perturbante, qui incarne la part féminine ou masculine inconsciente de la psyché. Il y a aussi le vieux sage ou la grande-mère, figure d'autorité bienveillante ou terrifiante, professeur, vieillard, vieille femme ou guide spirituel, qui semble détenir un savoir essentiel. Enfin, les figures de héros, de rois, de guerriers ou d'enfants représentent des personnages centraux qui luttent, règnent, sauvent, naissent ou renaissent, symbolisant des phases de transformation du moi et du soi. Dans vos propres rêves, certains indices concrets peuvent signaler un archétype. Il peut s'agir de personnages disproportionnés, comme un professeur qui vous impressionne comme une figure quasi mythique, un animal gigantesque, une foule hostile ou une déesse lumineuse. Il peut s'agir aussi de symboles universels, comme une forêt obscure, une mer déchaînée, une montagne à gravir, une maison inconnue avec cave et grenier, un serpent, un pont, un chemin, la mort et la renaissance. Le rêve peut mettre en scène une dynamique relationnelle forte, comme un conflit intense, une attirance irrésistible, une guidance ou un combat, qui semble représenter un conflit intérieur plutôt qu'un simple souvenir. Une méthode simple pour repérer les archétypes consiste à noter le rêve immédiatement au réveil avec le maximum de détails, personnages, lieux, émotions, dialogues éventuels. Il s'agit ensuite de repérer ce qui est le plus chargé, quel personnage, quel objet, quel lieu porte le plus d'émotions ou d'étrangeté. C'est souvent là que se manifeste l'archétype. On peut alors comparer avec les grands archétypes connus comme l'ombre, l'anima ou l'animus, le vieux sage, la mère, le héros, l'enfant, le soi, et voir lequel semble le mieux correspondre à la figure ou à la situation. Relier le rêve au contexte de votre vie est essentiel. Un archétype activé indique souvent un moment de tension ou de transition, comme une crise identitaire, un choix important, un travail intérieur ou une période de synchronicité. L'important n'est pas seulement de mettre une étiquette, mais de se demander de quoi cette figure rêveuse est-elle le symbole en vous, et quelle part de vous demande à être reconnue ou intégrée.